Bien, donc, on va aborder la coordination interdisciplinaire pour montrer que on parle beaucoup de multidisciplinaire, etc. Mais il ne faut pas qu'on travaille dans notre coin, il faut qu'on aille voir les autres, et il faut que les autres viennent chez nous. C'est vraiment le leitmotiv de tout ça. Ça, c'est simplement, mais c'est redondant par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, c'est la définition mondiale de l'OMS de la MPR. C'est l'application coordonnée combinée de mesures dans les domaines médicaux, sociaux, psychiques, techniques et pédagogiques afin de mettre le patient à la meilleure place dans la société. Pour faire ça, eh bien, l'amputé, il a très très largement besoin de tout ça, de toutes ces compétences-là, et donc ça place bien la discipline de fait. On pourrait l'appliquer dans plein d'autres domaines de la santé. Alors certes, on peut voir la coordination multidisciplinaire au sein de nos équipes, et c'est drôlement important, parce que nous, médecins, on a coordonné les professionnels dans notre équipe. Nécessaire, mais très largement insuffisant, et c'est pas cet aspect-là que je voulais évoquer. Je ne savais pas exactement ce que vous souhaitiez dans le cadre de ce titre que vous m'avez confié. Et en fait, j'aurais pu parler de la coordination entre médecins, kinés, ergothérapeutes, orthoprothésistes, infirmiers, aides-soignants, assistants sociaux, etc., activités physiques adaptées, profs d'éducation physique, sans oublier la personne et son entourage avec l'éducation thérapeutique. Ça, c'est de la coordination multidisciplinaire dans les équipes. Oui, c'est nécessaire, il faut le faire, il faut bien le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai essayé, dans 4 domaines, de montrer les interactions spécifiques lors de la prise en charge avec la chirurgie. On en a beaucoup parlé, mais on va reprendre certains points. C'est le travail de confiance et en équipe avec les chirurgiens, et je vois qu'un certain nombre des chirurgiens qu'on a connus là, dans ces journées sont prêts à ça, et ont demandé qu'il y ait un staff qui se mette en place pour décider au préopératoire, et puis en cours de route, voir les retours, etc. Deuxième élément, c'est l'élément lié à l'imagerie médicale, et notamment comment on a pu mettre en place beaucoup, on est arrivé à les investir très fort, les radiologues dans tout ça, et il y a des choses qui sont intéressantes. La collaboration avec les industriels et la recherche académique, ça c'est aussi important, et notre place est très importante pour ne pas faire n'importe quoi dans les innovations technologiques, et bien prendre en considération la vraie clinique et ce que nous dit le patient, ce dont il a besoin, et puis l'interaction avec les neurosciences. Et je voudrais aussi, mais un certain nombre de participants l'ont abordé, c'est vraiment ce décloisonnement entre l'effecteur locomoteur, parce que couper une jambe, bah, c'est un problème de locomoteur, mais non, c'est un problème beaucoup de neurologie, et de neurologie centrale, avec la plasticité, et ça c'est très important. Et qui mieux que la MPR, puisqu'on est polyvalent, et nos deux grands corps, c'est le locomoteur, le neurologique, mais on reste polyvalent, et ça c'est peut-être aussi un des défauts de nos structures hospitalo-universitaires en métropole, c'est d'avoir des gens qui sont très hyper spécialisés dans des domaines. Or vous, une de vos forces, que vous pouvez vivre quelquefois comme un défaut, etc., c'est justement d'avoir une expérience des retours d'information qui vient de la neurologie centrale, qui vient de la neuropériph, qui vient du locomoteur, qui vient des amputés, qui vient du cardiovasculaire, et tout ça, vous pouvez en profiter et le valoriser. Donc on va essayer d'aborder un petit peu ces points-là. Confiance et interaction avec les chirurgiens, principe du geste fonctionnel positif, discussion avant et après, rencontre physique, retour d'information. Ce qui est
conception et fabrication par ordinateur, pour voir comment on aurait une CFAO qui ne serait pas simplement une CFAO de surface et donc de volume, mais une CFAO qui pourrait aussi intégrer des éléments profonds, en fait simuler, probablement pas remplacer, mais faire un petit peu comme la main du maître appareilleur ou de l'orthoprothésiste qui va palper des zones tendineuses, des axes vasculaires, qui va décharger certaines zones ou pas d'autres. Vous voyez que là, il y a aussi des champs tout à fait intéressants et passionnants avec les radiologues. Donc, les chirurgiens, les radiologues, les neurosciences et la NPR neurologique, ben, vous voyez, par rapport à pas mal de choses qu'on a discuté aujourd'hui, beaucoup de liens avec la plasticité du système nerveux central. On vous a parlé du traitement, même si le temps était déjà avancé et qu'on avait déjà dit beaucoup de choses, par les miroirs pour réduire les douleurs des membres fantômes ce matin, l'usage éventuellement des leurres sensorielles pour réduire les douleurs, et bien tout ça, ça s'appuie sur des théories, des principes, des techniques de rééducation utilisées dans le domaine de la neurologie centrale. L'apprentissage, c'est au cœur de la pratique de la médecine physique et réadaptation. Les techniques d'apprentissage, que ce soit les techniques par conditionnement, par feedback, toutes les modalités techniques d'apprentissage, elles sont trans-domaines de spécialité. C'est-à-dire que tout est apprentissage dans la vie. On sait combien dans la terminologie de rééducation, c'est de l'apprentissage. Eh bien, on maîtrise bien, par exemple, les techniques de biofeedback pour contrôler le récurvatum du genou chez l'hémiplégique. Eh bien, ces mêmes techniques d'apprentissage, nos équipes de rééducation, de kinés, d'ergothérapeutes, etc., vont utiliser ces techniques de feedback pour l'apprentissage d'une prothèse myoélectrique, pour une rééducation d'épaule, par exemple. On va pouvoir utiliser un certain nombre de techniques, et ça, c'est notre entité de médecine de réadaptation. Des moyens transversaux dans des domaines de pathologie réellement différents. Un mot autour des neurosciences, etc. Comment on peut utiliser et développer l'usage d'exploration électrophysiologique dans le cadre, cette fois-ci, des névromes d'amputation, et notamment dans le cadre de ces névrobiomes et l'usage des potentiels évoqués moteurs. Quand on coupe un bout de nerf, eh bien, forcément, physiologiquement, histologiquement, il se forme une petite tuméfaction distale, qu'on voit très bien sur les éléments d'imagerie par IRM, et puis que le chirurgien nous a montré tout à l'heure tout à fait bien. C'est des zones de cicatrisation de tissus, avec toute une fibrose gliomateuse. C'est un névrogliome qui est normal. On coupe un nerf, il y a un névrogliome qui se forme. Ok. Mais ce névrogliome, il ne donne pas toujours des éléments douloureux. Il ne donne pas toujours des éléments douloureux. Et donc, on a développé, grâce à l'expertise de médecins MPR d'origine neurologique, et notamment notre maître, le professeur André, a développé le couplage d'un examen d'imagerie qui est l'IRM, où on met en évidence l'existence d'un névrome d'amputation, avec le caractère symptomatique, responsable de la douleur, de ce névrome dans la pathologie. Ce qu'il en est, c'est qu'il a associé à cette imagerie un potentiel évoqué moteur tel que celui qu'on connaît dans nos explorations électrophysiologiques du système nerveux central. On stimule les choses, et si on reproduit le symptôme présenté par le patient, ça signifie qu'on a, entre les voies motrices qu'on a stimulées et les voies de la douleur, ou les voies végétatives, avec une horripilation, avec une transpiration, ou des signes sensitifs associés, eh bien c'est qu'au niveau de ce névrogliome, il y a des courts-circuits, des EFAPS, dans la cicatrisation. C'est-à-dire que les voies motrices se sont anastomosées, se sont liées, on fait des courts-circuits avec les voies de la douleur ou d'autres voies. Et donc, on pourra faire ce qu'on veut en termes d'appareillage, enfin, c'est qu'il y a une cicatrisation pathologique. Et c'est la différence entre un névrome d'amputation lié à une anomalie structurelle interne et un névrogliome d'amputation
pour lequel vous pourriez avoir, par exemple, un spicule osseux ou une cicatrice si la chirurgie a été mal faite et qu'on est dans une zone de rétraction, etc., et bien qui est stimulée par l'extérieur. Si la zone, vous voyez que la cause, la conséquence est la même, le symptôme clinique est le même, mais c'est bien une réflexion qui décloisonne l'aspect effecteur périphérique où il y a une stimulation, c'est un problème local de carrosserie ou c'est un problème de cicatrisation nerveuse, etc. Donc vous voyez que suite à ça, on peut définir un organigramme qui permet de guider tout simplement le malade vers le chirurgien si ça nous semble nécessaire, si on a des arguments pour espérer avoir un effet positif. Donc c'est le couplage d'une exploration morphologique de type IRM avec un examen électrophysiologique tel que les potentiels évoqués moteurs. Vous pouvez évoquer, et l'heure est assez avancée, aussi, et des travaux qui ont été publiés dans les années 2000, autour de la similitude dans le schéma corporel et les perceptions corporelles des différentes classes de patients et de similitudes entre les amputés de membres et notamment les blessés médulaires. Donc tout ça, c'est bien vous démontrer que, mais vous le saviez au combien, que notre discipline elle est vaste, diffuse, et c'est ça notre force. Mais il faut qu'on sorte, et pour travailler avec ça, il faut aller voir les gens qui font de la neurologie, de la neuroscience, qui ne sont pas tous des médecins clairs. Il y a des neurologues, il y a des gens intéressants dans tous les domaines, et il faut qu'on sorte et puis qu'on pose un petit peu des questions, qu'on aille voir dans les autres sociétés à droite, à gauche, et pour pouvoir avancer autour de tout ça. Quatrième schéma, et j'en terminerai là-dessus, eh bien, les intérêts convergents avec les industriels et la recherche académique. Des intérêts différents, mais convergents, avec l'importance des trois partenaires, on va dire, industriels, fabricants de matériel, etc., les chercheurs, un petit peu de sciences fondamentales, et maîtriser les sciences fondamentales, c'est important. Et puis, ce que j'ai marqué, les populations cliniques. Les populations cliniques, c'est qui? C'est les patients, et c'est nous, c'est les utilisateurs, les cliniciens utilisateurs. Ces trois trucs-là, ils sont extrêmement importants. Je vais vous présenter quelques petits travaux qu'on a fait de projets de recherche, etc., qui vont vous montrer que certains peuvent donner, à notre avis, des résultats, d'autres, ça a été des échecs, voir les choses. Parce que ces trois-là, c'est une régulation. On s'autorégule les uns les autres. Donc, en pratique, il y a une place très large pour nous, autour de la recherche clinique, pour participer à des études de validation de dispositifs médicaux. On voyait les éléments par rapport, par exemple, aux manchons, etc., aux liners qui ont été présentés, par rapport à des pièces protéiques. Et bien voilà, nous, on a la population pour le faire. Et ça, c'est motivant aussi dans la dynamique de nos équipes internes. Et c'est aussi montrer que nous, médecins de réadaptation, eh bien, on fait vraiment une recherche clinique, et c'est aussi placer notre spécialité par rapport aux autres spécialités. La force de tout ça, et nous, notre force, c'est qu'on a les patients, on les écoute, on les prend en charge. C'est une recherche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on part de la base et on essaie de sortir des idées. Et c'est parce qu'on écoute la base que les idées et les solutions qui vont sortir, elles auront du sens, la pertinence clinique, et qu'elles seront donc vendues, donc ça intéresse un certain nombre de personnes, et utilisées, ça intéresse tout particulièrement les patients. L'autre façon de voir les choses, c'est une recherche top-down, on part du haut de la pyramide, avec des gens qui intellectuellement disent ça pourrait être extrêmement utile, etc. Et puis on voit qu'il n'y a pas de débouché. Ça fait des beaux mémoires de master, de thèses d'université, d'HDR, etc. dans les écoles d'ingénieurs, etc. Mais d'une part, l'industriel, il ne va pas y investir beaucoup, et le patient, il y gagne pas grand-chose. Donc, il faut pouvoir apporter une réflexion pour un peu tirer parti de tous ces avantages-là. Je vais vous en présenter un exemple qu'on avait mené avec de la recherche mathématique en informatique. Vous voyez, c'est un dispositif de filtrage particulier par des images de caméras vidéo de premier niveau, ce n'est pas du tout les systèmes 3D qu'on a définis. Vous voyez, on reconstruit un peu une silhouette noir et blanc, et puis un modèle avec des modules, un modèle mathématique avec des modules, et on traite la différence entre le rouge et le blanc.
Et puis petit à petit, en envoyant plein d'images, on adapte et on transforme le modèle, et après, on peut suivre en fait la personne dans des environnements variés avec une caméra lambda. Bon, c'est quelque chose qui est intéressant, ça a fait des beaux travaux, etc. Mais ça a débouché sur rien. On y a passé du temps. Moi-même, j'en ai profité, puisque j'ai fait une partie de ma thèse avec ces choses-là. Ok, c'est utile, d'accord. Mais derrière, on n'en a rien sorti. Ah, c'est chouette, hein. D'accord, on arrive à... Ça fait des beaux travaux. Bon. Et puis, on peut avoir une autre vision. Et là, en ce moment, on a un projet de recherche qui est prometteur et qui a des résultats déjà qui sont intéressants. Eh bien, c'est s'intéresser à développer, et vous voyez, en bas, il y a les arts et métiers, donc AgroParisTech, voilà, à Paris, donc la recherche académique, Protéor, une grosse société de matériel orthoprothétique, et puis des cliniciens avec les Invalides, le CERA, et puis l'Institut régional de réadaptation. C'est de réfléchir comment, dans des situations qui sont des situations qui ont du sens, puisque c'est là où les patients nous disent nous on n'est pas bien quand le trottoir il est en dévers comme ça, etc. Eh bien on part de là, on part de la base, on dit ben voilà, on va essayer de voir comment se comportent des sujets sains, comment se comportent des amputés, quels sont leurs problèmes, essayer de réfléchir pour après générer des prototypes de genoux, d'effecteurs quels qu'ils soient, pour réagir à ces situations contraignantes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la technique pour répondre à un vrai problème? Et parallèlement, qu'est-ce qu'on va construire nous comme programme de rééducation adapté à ça pour répondre à une problématique concrète de nos patients? Voilà le type de projet dont on espère qu'on pourra vous donner les résultats qui seront aussi prometteurs que ceux que vous voulez. Et puis il faut être prêt à tout. Il y a des gens, des orthoprothésistes, un orthoprothésiste amputé qui avait des douleurs fantômes et qui, par expérience, a constaté que s'il se faisait, il a développé un petit dispositif par lui-même de réchauffement de son moignon pour se mettre en zone de neutralité thermique. Et il constate, avec toutes les biais, vous imaginez, de résultats, il dit « chez moi, ça marche très bien ». Il est très motivé par son projet, il monte son truc, il a fait beaucoup d'électronique, et chez lui, ça marche. Peut-être, ça marche. Il y a un fondement, donc à nous de réfléchir au fondement sur un plan théorique, intellectuel, scientifique de tout ça, et puis à faire une recherche clinique, c'est ce qu'on a en cours en ce moment, versus le dispositif marche et le dispositif ne marche pas, pour voir si en effet, avec des échelles validées de douleurs neuropathiques, si oui ou non, ça réduit l'équipe de douleur. Donc voilà, là où on peut travailler. Donc, la position de la NPR dans la recherche en appareillage, c'est dans le domaine des capacités fonctionnelles, des performances en situation. C'est vraiment à l'interface des sciences de l'ingénieur, mais aussi des sciences humaines et sociales. Il faut toujours être au contact du patient, de ses attentes, de son comportement. Et c'est tout l'équilibre entre la technicité et l'humanité. Je vous remercie pour votre attention. On va passer à la communication suivante et je vais... Merci. Au nom des médecins de la CNAM, je remercie les organisateurs de nous avoir associés à cette manifestation. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le rôle de la CNAM dans la prise en charge des prothèses des membres inférieurs. L'amputation est un handicap très important. La prothèse est un élément de base de prise en charge orthopédique des handicapés moteurs. Le véhicule de l'appareillage diffère selon l'âge, la tolérance et selon le type d'appareillage. Il peut être responsable de complications comme les escarres et les troubles trophiques. Il est rapidement abandonné quand il est lourd ou mal adapté. Un peu d'historique. Les plus vieilles prothèses retrouvées datent de l'époque des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Le premier pied prothétique ou sa trace la plus ancienne, voire le jour 9 siècles avant Jésus dans l'Égypte antique, en témoigne d'une momie amputée. Vers 1950, c'est le pied Tipsach qui fait son apparition, un pied souple en mousse de néoprène. Vers 1960, un genou articulé, puis vers 1970, un genou hydraulique. Les avancées et les perfectionnements viennent de l'utilisation de nouveaux matériaux qui sont légers et résistants, de nouvelles conceptions, des progrès de l'électronique et de l'informatique, et avant tout, d'une meilleure connaissance du mode de fonctionnement du corps humain.
Quelques rappels des définitions. La prothèse est une construction orthopédique destinée à remplacer un membre ou bien un segment de membre manquant de façon congénitale si la gynécie ou bien d'une façon acquise si l'amputation. Les étiologies des amputations, il y a les causes traumatiques qui représentent 20% des causes des amputations. Ces amputations traumatiques sont dues essentiellement aux accidents de la voie publique, aux accidents domestiques et aux accidents de travail. Dans ce cadre traumatique, l'amputation peut être réalisée dans un contexte d'urgence ou bien effectuée dans un second temps s'il y a échec du traitement conservateur. Il y a les causes artérielles comme les artérites et l'artériosclérose, les causes tumorales, les tumeurs osseuses comme les ostiomes, les osteosarcomes, ou bien les causes tumorales qui concernent les parties molles. Les causes congénitales, et il y a les causes qui sont plus rares comme l'infection et les brûlures. Pour les niveaux d'amputation, c'est comme c'est déjà dit, au niveau du membre supérieur, la désarticulation interscapulo-thoracique, la désarticulation de l'épaule, l'amputation humérale, la désarticulation du coude, l'amputation cubitale, la désarticulation de la main et du poignet et l'amputation partielle de la main. Au niveau du membre inférieur, il y a la désarticulation de la hanche, l'amputation fémorale à 3 niveaux, le niveau supérieur, le tiers moyen ou bien le tiers inférieur. La désarticulation du genou, l'amputation de la jambe à 3 niveaux aussi, le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. L'amputation du pied. Pour les processus d'appareillage après amputation, il y a plusieurs périodes qui caractérisent le processus d'appareillage. Tout d'abord, il y a l'appareillage provisoire qui est réalisé dès la cicatrisation des plaies. Ensuite, il y a l'appareillage semi-définitif qui a leur nomenclature et qui est modifié en fonction de la variation du moignon. Et enfin, il y a l'appareillage définitif qui est adapté à un moyen stable en forme et en volume. Illustration d'une prothèse fémorale provisoire, une prothèse fémorale semi-définitive et une prothèse fémorale définitive. Les étapes de la réalisation de la prothèse, tout d'abord il y a la prise de moulage et là les mesures du moignon, le collage et la rectification du positif plâtré, la fabrication de l'emboîture, l'assemblage et l'alignement des différents segments de la prothèse, l'essayage et la rectification et enfin la livraison définitive. Passons au rôle de la CNAM. En matière d'amputation, la CNAM intervient à plusieurs niveaux. Le niveau préventif, curatif ainsi que socio-professionnel. L'action de la CNAM est matérialisée par la couverture de la prise en charge des maladies chroniques, à savoir le diabète en tête de liste, les rhumatismes inflammatoires chroniques et les maladies cancéreuses. La prise en charge couvre la maladie elle-même, le suivi, le traitement et les explorations radiologiques, comme les échographies Doppler et les angioscopes. Il y a aussi la prise en charge de l'acte chirurgical de l'amputation, la prise en charge de l'hospitalisation dans le secteur public, rentrant dans le cadre d'assurance maladie, la prise en charge de l'indemnité journalière, aussi la prise en charge des admissions en maladie longue durée ou bien d'invalidité. Aussi, il y a la prise en charge de l'appareillage, que ce soit des orthèses ou bien les prothèses. Et enfin, il y a aussi la prise en charge de la rééducation. En matière d'accident de travail, la CNAM couvre aussi l'hospitalisation dans le secteur public ou bien privé. Elle prend en charge l'indemnité journalière, la vente, l'appareillage, que ce soit prothèse ou bien orthèse, et bien sûr la rééducation. Pour les relevés statistiques, les données statistiques ont été relevées à partir du système informationnel de la CNAM. Ces statistiques concernent 5 années, allant de 2008 jusqu'à 2012. On note une augmentation progressive aussi bien du nombre total des prothèses accordées au niveau de la CNAM ainsi que le coût global. Ce nombre de prothèses, il passe de 534 prothèses accordées en 2008 à 815 prothèses en 2012. Le coût global de ces prises en charge des prothèses, il passe de plus que 542 000 en 2008 à plus que de 830 000 dinars en 2012. On s'est intéressé à 3 groupes de prothèses, donc les prothèses des membres inférieurs chez l'adulte, les prothèses des membres inférieurs chez l'enfant et les prothèses des membres supérieurs. On remarque la prédominance des prescriptions pour les prothèses des membres inférieurs chez l'adulte par rapport aux prothèses des membres inférieurs chez l'enfant et aux prothèses des membres supérieurs. Le coût de ces prothèses est très important pour les membres inférieurs chez l'adulte. Il passe de 424 000 dinars en 2008 à 660 000 dinars en 2012. Par contre, pour les prothèses du membre supérieur, il passe de 98 000 dinars en 2008 à plus que 123 000 dinars en 2012.
On va détailler les types de prothèses du membre au niveau du membre inférieur. On commence par les prothèses du membre inférieur chez l'enfant. On note une augmentation du nombre des prothèses accordées qui passe de 27 prothèses en 2008 à 37 prothèses en 2012. Si je vois quelques exemples des différents types de prothèses qui est relevé de la nomenclature, qui est adoptée par le CAO et qui est prise en charge par la CNAM. Par exemple, la prothèse tibiale conventionnelle type PTB, qui lui correspond à un code de 35 111-01 sur le code. Pour chaque prothèse, il y a un code correspondant. Les prothèses les plus prescrites chez l'enfant du membre inférieur sont les orthoprothèses pour agénésie de fémur et les orthoprothèses pour agénésie tibiale. Passons pour les prothèses du membre inférieur chez l'adulte. Il y a une augmentation aussi du nombre de prises en charge accordées de ces prothèses qui passe de 466 prothèses accordées en 2008 à 727 prothèses en 2012. Si je vois aussi quelques exemples des différents types de prothèses qui sont accordées par la CNAM, donc les prothèses tibiales conventionnelles, par exemple type PTB, qui lui correspond à un code 3511-201. Les différents types de prothèses des membres inférieurs chez l'adulte, les plus prescrites sont les prothèses tibiales. Ensuite, il y a les prothèses fémorales. Pour les prothèses tibiales, le nombre, donc les différents types de prothèses tibiales, en tête de liste, il y a les prothèses tibiales conventionnelles, type BTK-PTS, et deuxièmement, il y a les prothèses tibiales conventionnelles, type PTB. Pour les prothèses fémorales, les plus prescrites sont les prothèses fémorales modulaires, en vert, et les prothèses fémorales conventionnelles. Passons aux prothèses pour membres supérieurs. Quelques exemples des différents types de prothèses du membre supérieur. Par exemple, prothèse d'avant-bras à commande myo-électrique, ce qui lui correspond à un code 3512-101. La répartition des prothèses par année. Donc, on remarque que le nombre des prises en charge accordées pour les prothèses du membre supérieur, il est stable à partir de l'année 2010 jusqu'à l'année 2012. Le nombre il est à 51 prothèses. Les prothèses les plus prescrites donc pour les membres supérieurs, ce sont les prothèses pour amputation des doigts, mais on remarque ici une ascension spectaculaire de la prescription des prothèses myo-électriques, ici en rouge, aux dépens des prothèses passives qui sont esthétiques. En conclusion, la prothèse du membre reste une prescription médicale qui se fait après un bilan diagnostique et selon les indications. Elle est adaptée en fonction des besoins des patients. L'intérêt d'une prothèse est lié à son corps. En effet, une prothèse qui est non adaptée au blessant ne sera pas portée. Son objectif, alors, il ne sera pas atteint. La prise en charge des prothèses reste une prestation soumise à un accord préalable au niveau de la CNAM. Le contrôle médical de cette prestation, il se fait lors de l'étude de la prise en charge ou bien à l'occasion des évaluations. C'est au cours des contrôles a posteriori. Donc, c'est une prestation qui reste coûteuse et délicate du fait de la complexité des indications et de la multiplicité des types. D'où l'intérêt d'un contrôle médical rigoureux et vigilant pour essayer d'ajuster les indications en collaboration avec tous les intervenants et de rationaliser les dépenses. Je vous remercie. On m'a demandé de présenter une proposition de consensus. Je ne vous cache pas que, et vous le savez, que préparer un consensus, ça demande quand même beaucoup de travail et des réunions, de réunir quand même suffisamment de monde. Moi, ce que j'ai fait, en essayant de voir la réalité de ce qu'il y a sur le terrain, je ne voyais pas vraiment de lueur de quelque chose sur lequel on peut construire un consensus et que les choses plutôt demandent un travail en profondeur pour tout réviser. Mais j'ai fait quand même un petit sondage des avis auprès de quelques anciens, des jeunes, des moins jeunes. Et comme vous allez le voir, que mon intervention, ça ne va pas être vraiment un consensus, mais plutôt une mise au point sur les vraies défaillances. Et je vais commencer par cette diapo où vous voyez sur l'image en haut,
ça représente une amputation et qui reflète que les amputations quand même sont très vieilles et ça dépasse de quelques siècles l'âge de la faculté de médecine où j'ai été formé, ou l'hôpital de Sahloul où je travaille. Et je trouve quand même que c'est un peu malheureux qu'à ce niveau, on continue encore à chercher comment on va s'organiser autour d'un amputé pour l'accompagner au niveau de ces doléances. Ça passe. Voilà, pour commencer, l'amputation, tout le monde est d'accord que c'est une mutilation, mais ce qu'on oublie souvent, que quand même, ça doit représenter une étape qui va ouvrir d'autres horizons pour quelqu'un qu'on a essayé, qu'on a opéré réellement pour le sauver d'un risque vital. Elle représente un handicap et depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté de voir cette notion d'handicap présentée par tout le monde, mais chacun l'avait présentée à sa façon. Et ça m'a donné l'idée un peu de ramener un peu de revenir un peu à la définition de l'handicap. Quand on revient à l'origine étymologique de ce terme, on le trouve un peu situé au niveau de l'anglais hand in cap, la main dans le chapeau. Et les gens qui ont analysé ce terme, ils disent que son introduction dans la langue française, qu'il y a perdu ses côtés positifs, parce que la main dans le chapeau avait quand même des aspects positifs. Et le terme handicap, dans la définition de Wood, qui est devenue maintenant relativement ancienne, elle est dépassée par la classification internationale de l'handicap, qui a pris la dimension plutôt multidimensionnelle de l'handicap. Wood a défini accident, maladie qui donne de la déficience, et la déficience qui donne de l'incapacité, et l'incapacité qui va donner des désavantages sociaux. Notre malade qui est handicapé et qui dans toutes les sociétés a été considéré comme l'image type de l'handicap, quelqu'un qui a un membre au moins, et dans toutes les civilisations, il a été assimilé un peu, qui a croisé même la pauvreté. Dans la langue arabe, amputé d'un membre, c'est miskin, et miskin, c'est l'yetl. Et dans la langue française également, le pauvre, il a une jambe au moins, alors qu'il peut ne pas être, il peut être très loin de la pauvreté. Et c'est toujours, ça a été quand même une confusion dans notre conception de l'handicap et dans notre façon de voir cet handicap. Alors que cette notion de désavantage social, un malade qui a été amputé et qui a été pris en charge, qui a repris ses fonctions, qui fait du sport, même parfois à des niveaux supérieurs à ceux qui ne sont pas amputés, on ne peut pas considérer quand même qu'il est désavantagé au niveau social. Et donc c'est une dimension qu'il faut quand même revoir et voir à sa vraie valeur. Le problème, c'est que cette notion d'handicap, elle est toujours greffée sur un état de base souvent délicat. Pourquoi? Parce que quand on ampute, on a vu depuis ce matin les statistiques qui n'arrêtent pas de revenir que la majorité des malades qui sont amputés, c'est des diabétiques, des artéritiques, et on greffe un manque de saignement de membres qui va gêner sur le plan fonctionnel s'il n'est pas pris en considération, s'il n'est pas bien traité, sur un terrain qu'on n'a pas intérêt à négliger, qui est déjà l'artérite, les syndromes dégénératifs, les troubles visuels, les troubles de la sensibilité, les troubles de la coordination. Et ces malades, quand on ne les prend pas en charge très tôt, malgré qu'on voit ça comme des dépenses qui chiffrent, comme ça a été présenté tout à l'heure, on oublie que le fait de les immobiliser après une amputation, ça peut ajouter de la pathologie de l'immobilisation, et les pathologies de l'immobilisation, ça peut faire un coût final de leur prise en charge qui est peut-être beaucoup plus important. Donc la décision opératoire, c'est sauver une vie, mais elle doit être logiquement, comme ça a été expliqué dès le matin, orientée vers la notion de garantir une fonction. Et cette fonction, elle est très variable selon la demande des personnes, selon un projet de vie. Les bases de la récupération de cette fonction, elles peuvent être vues selon plusieurs aspects. J'ai essayé de mettre ça comme... mais la liste, elle ne peut pas être vraiment limitative. J'ai mis une chirurgie parfaite, un bon moignon, une bonne mobilité articulaire, un bon contrôle musculaire,
une bonne gestion de l'équilibre qu'on n'a pas vraiment très bien détaillé au moment de la journée, mais ça mérite quand même d'être vu à sa vraie valeur. Un bon état psychologique et un appareillage adapté. Cela nous ramène à penser vraiment appareillage adapté à quoi? À une situation, à un contexte, à une situation, et donc ça nécessite que ceux qui prennent ces malades doivent avoir une vision beaucoup plus large que de regarder un simple moignant ou un être humain qu'on a devant soi qui est amputé, mais plutôt son aspect contextuel et situationnel et sa vie et ses projets de vie. Notre mode de fonctionnement actuel n'a pas retardé à prouver vraiment beaucoup de défaillances qui malheureusement n'arrangent pas ce qu'on est en train de faire ou qui ne vont pas avec nos envies, avec les demandes de nos patients. La chirurgie, elle est généralement réalisée soit chez les polytraumatisés en catastrophe ou souvent au cours de la garde. Au cours de la garde, on a vu les statistiques ce matin, c'est de la chirurgie générale. Au cours de la garde, ce n'est pas le Seigneur qui va faire ça. Et donc, est-ce qu'on donne réellement de l'importance à cette chirurgie? Pourquoi une prothèse de genou qui est réalisée pour un but fonctionnel, elle attire 2 seigneurs, 2 professeurs en chirurgie, alors que l'amputation qui est réalisée dans un but fonctionnel, elle est faite par un interne qui n'a pas encore achevé sa spécialité. Le retard très important de prise en charge. Est-ce que c'est logique de prendre en charge des amputés à 6 mois, à 7 mois avec des moignons, quelle que soit leur valeur, mais des articulations qui sont déjà raides en position non fonctionnelle, qu'on se trouve souvent, et ça c'est malheureux, obligé de les opérer pour les déplier. C'est vraiment quelque chose quand même qui doit être vu. Je ne suis pas quelqu'un de trop pessimiste, mais c'est catastrophique. Pas d'appareillage provisoire, alors que partout, tout le monde est convaincu que ça aide la cicatrisation, ça entretient les capacités fonctionnelles et ça prépare à l'appareillage définitif. Mais pourquoi on est privé de l'accès à cet appareillage provisoire? L'appareillage définitif, il est presque standard. Si je ne dis pas qu'il est standard, alors qu'on a dit qu'il soit adapté à un projet de vie. Dans notre fonctionnement comme être humain, normalement, il y a 2 modes d'action qu'on retrouve dans tous les phénomènes sociétaux. Il y a les modes d'action qu'on appelle verticaux. Le mode d'action vertical, c'est chacun fait son travail et quelque part, il s'en fout de ce que les autres vont faire. Mais c'est considéré dans le cadre de multidisciplinarité. Si on veut faire un bon travail et aider nos amputés, la solution c'est de modifier notre mode de fonction selon un mode horizontal. Ce mode horizontal doit remplacer le mode vertical et doit se faire de la chirurgie vers la réadaptation à la réinsertion non-stop. Tout le monde ait le même objectif. Ce mode suscite une action multidisciplinaire. C'est beau à dire, multidisciplinaire, ou pluridisciplinaire, ou même on peut l'appeler plurimultidisciplinaire. Mais si chacun travaille dans son coin, ça ne peut jamais être un mode horizontal. Si l'objectif n'est pas commun, si le travail ne se fait pas selon un programme articulé, où on peut trouver cette articulation. Le chirurgien, il est censé garantir un bon moignant, mais comment on garantit un bon moignant? Il faut penser au tissu osseux, aux nerfs, aux muscles, à tout ce qui touche cet acte chirurgical, à la cicatrisation. Mais le chirurgien ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'il pense à garantir une prise en charge ultérieure de son patient s'il va intégrer ce programme de raisonnement horizontal. Il faut qu'il se projette dans l'avenir. Mais également que les chirurgiens doivent être conscients que les désordres causés par la chirurgie, parce que c'est vrai qu'on sauve une vie, mais l'acte chirurgical lui-même, il va donner des risques de rétraction musculaire, de raideur articulaire secondaire, de modification psychopathologique, de tout ce qu'on veut. Et ces désordres,
ils sont plus faciles à prévenir s'ils sont malades, il est pris très tôt, que de récupérer ultérieurement, ou parfois même, sont malades, il peut être récupéré à un stade où ça va être trop tard de récupérer ses séquelles. La médecine physique de rééducation, elle est là pour accompagner la cicatrisation et guider cette cicatrisation. Mais on ne peut pas accompagner un moignon, la cicatrisation d'un moignon qu'on n'a pas dans le service. Si on l'a reçu à 6 mois, déjà le fait est fait. Entretenir et améliorer les capacités fonctionnelles, ça suppose qu'on a déjà la possibilité d'évaluer les capacités fonctionnelles, et on a vu que les capacités fonctionnelles, ça ne se limite pas à évaluer si on est capable de s'asseoir, de se mettre debout, mais c'est évaluation de la qualité de la posture. Est-ce que nos services sont tous équipés en évaluation de la posture? Est-ce qu'on est tous équipés en évaluation de la marche? Et donc, vous voyez qu'il y a des manques quand même très importants. Cela suppose que si on veut vraiment être efficace, il faut prendre conscience des désordres généraux. Il faut qu'on pousse pour introduire dans notre activité, quels que soient les moyens, d'avoir la possibilité de cet appareil provisoire. Et cet appareil provisoire, il ne faut pas le voir comme un confort, mais plutôt une nécessité pour guider notre résultat final. Et ce résultat final doit être adapté à un projet de vie. Ces projets de vie sont très variables. Celui qui a envie, j'étais étonné ce matin d'entendre une question, est-ce que ça nous arrive de refuser une prescription, une demande d'appareillage? Personnellement, je vois qu'on n'est jamais en droit de refuser une demande d'appareillage, parce qu'il y a des prothèses qui peuvent être valables à toutes les situations. Monsieur tout le monde qui n'a aucune capacité, aucune possibilité de marcher, il est en droit d'avoir une prothèse qu'il met dans son fauteuil roulant pour que les autres, quand ils le voient, ils ne le voient pas avec un segment de membre qui manque. Et ça fait une indication, et ça doit faire une indication. Celui qui a envie de faire du sport, il est en droit de faire du sport à condition qu'on soit capable de l'amener à ce niveau. Manque de structure, notamment les services d'hospitalisation. Les chiffres qui ont été présentés par la CNAM montrent que si on dit les lits d'hospitalisation actuellement présents en Tunisie, ils ne peuvent pas couvrir ces prothèses uniquement, alors que ces lits sont orientés pour l'hémiplégique, pour la paraplégique, pour toute la pathologie de la rééducation. Manque de moyens, difficulté d'accès au appareillage provisoire et à l'appareillage définitif adapté. L'appareillage, les structures actuelles sont insuffisantes. Ils sont insuffisants en moyens, en compétences. On voit qu'il y a de l'initiative des autorités pour améliorer les choses, mais trouver un centre d'appareillage à Tunis, un centre à Sousse, un centre à Sfax, 2 centres annexés, est-ce que ça couvre Jandouba, est-ce que ça couvre Mednine, est-ce que ça couvre Kasserine, est-ce que ça couvre Sidi Bouzid? Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire à cet aspect. Et ces centres d'appareillage, ils ne peuvent pas offrir, malgré qu'ils ont leur aspect technique, ils ne peuvent pas offrir par manque de moyens que des prothèses standards. Malheureusement, il faut que les choses changent. Le problème, c'est que il y a maintenant, on a la possibilité d'avoir de l'accès à des appareillages relativement meilleurs au niveau de la qualité dans des centres privés. Mais on trouve des prises en charge où il y a un décalage énorme entre les forfaits qui sont dédiés à l'appareillage en public et en privé, ce qui limite réellement l'accès et la possibilité à nos malades de faire leur choix selon leurs objectifs et leurs projets de vie. Les nécessités actuelles, ça commence par une prise de conscience de notre rôle social, comme médecin, comme institution, comme tout le monde qui entoure ces amputés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je parle en tant que médecin. Je ne dois pas me contenter de ma consultation dans le bureau. Je dois agir surtout, je suis censé agir sur le système de soins. Et agir au niveau de la CNAM, agir au niveau des décideurs, ça doit faire partie de nos convictions, que ça doit faire partie de nos tâches comme médecins
pour changer ce mode de fonctionnement. Développer les techniques chirurgicales, je crois qu'il est temps de donner plus de valeur à l'amputation, de mettre la valeur, l'amputation à la valeur d'autres chirurgies qui sont faites pour une raison fonctionnelle comme la prothèse de genou. Pourquoi pas? Parce que ça touche des malades qui ont envie quand même de récupérer de la fonction. Développer les services de rééducation, tout le monde est conscient, mais personne ne bouge. Tout le monde est conscient qu'on est en un manque terrible au niveau des lits d'hospitalisation. Comment un hôpital comme l'hôpital Saloul, qui compte énormément de spécialités, énormément de lits qui ont besoin de rééducation, il compte 17 lits de rééducation. Et ces 17 lits, il y a de sous-direction sud, on ne trouve aucun lit derrière. Donc c'est destiné pour tout le sud. Développer nos centres d'appareillage, j'espère que ça va se concrétiser avec ce qu'a dit Monsieur le ministre ce matin, mais je l'ai eu en une petite discussion dehors, je lui ai dit que c'est bien de développer les centres d'appareillage, mais tirer d'un seul côté, ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'on peut donner, on peut offrir aux appareilleurs les meilleures techniques, les meilleures qualités. S'ils n'ont pas de la rééducation à côté, rien ne va se concrétiser à la fin et aucun projet ne va marcher. Facilitation à l'accès de l'appareillage, j'espère que ça va se travailler à l'échelle administrative. C'est pas normal, c'est une faute à nous tous, les rééducateurs qui ne cherchent pas leurs patients là où ils sont opérés, les chirurgiens qui n'envoient pas leurs malades au centre de rééducation. Monsieur Hamza Sadem m'a dit tout à l'heure que Allah yarhamou si Qassab, il faisait venir le maître appareilleur au bloc opératoire. Et donc quand même, on ne vit pas une situation de retard, mais quelque part une situation de recul. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, avant de finir, je crois que ce programme, c'est ce qu'il faut établir dans notre contexte actuel si on a envie d'améliorer les choses et de les faire avancer. De la chirurgie à la réadaptation, il faut que ça soit bien articulé, bien engrainé, que tout le monde raisonne dans le même objectif et qu'on arrête de travailler chacun dans son petit coin. Réelle collaboration entre tous les intervenants et que implication de la rééducation et de l'appareillage dès la décision opératoire, c'est pas un confort, c'est une nécessité si on a envie d'améliorer les choses et d'améliorer les coûts finaux de notre prise en charge. Et les bons programmes qui marchent peuvent inciter les décideurs à suivre. Et donc, si on a envie de changer les choses, il ne faut pas attendre, il ne faut pas qu'on attende que Monsieur le ministre des Affaires sociales ou de la Santé, il va faire signer ces lois. C'est à nous de les pousser et donc à trouver des moyens pour qu'on s'organise entre nous pour avancer les choses. J'espère que le message est bien passé et je vous remercie encore une fois. Merci Faisal, c'était un très beau discours, très touchant. Si vous voulez, on peut passer aux questions pour les différents intervenants. Oui. Je voulais juste poser une petite question au médecin de la CNAM. Je voudrais savoir, après combien d'années d'utilisation d'une prothèse, on peut permettre le renouvellement? Chez l'enfant jeune, en pleine croissance, et chez l'adulte aussi, en pleine activité. Combien vous donnez de temps au temps et à l'usure pour permettre aux usagers de ces prothèses d'accéder au renouvellement de leurs prothèses? Et quel est le médecin conseil auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie en Tunisie? Les prescripteurs et qui contrôlent quoi?
la prescription d'appareillage et qui contrôle, après confection des prothèses, qui contrôle. Je sais qu'à Tunis, donc ce matin, on a parlé, je crois qu'il y a une structure, mais dans les autres villes de Tunis, nous, on ne l'a pas chez nous, hein, mais comme vous l'avez présenté, j'aimerais bien avoir la réponse. Juste pour une meilleure information, je cède la parole à Dr Nadim Massoud, qui vous donne plus d'informations. Merci. Donc, juste pour apporter quelques éléments de réponse. Chez les enfants, l'indication n'est pas liée par l'enfance, en fonction de l'évolution de l'enfant, la prise en charge est renouvelable à la demande. À la demande du médecin prescripteur, du médecin pédiatre, du médecin. Chez les adultes, en général, c'est une durée de vie de 5 ans, mais qui varie selon le type de l'appareillage, avec bien sûr le changement du matériel et des accessoires de la prothèse, qui est à la demande. Excuse-moi, juste une petite réflexion, parce que je m'occupe beaucoup d'enfants, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais que j'ai une petite réflexion. La première, c'est que c'est bien de donner des chiffres. On a accordé 800, 500, 5000, 50 milliards, mais par rapport à combien de prescriptions qui ont été faites. 1. 2. Quand on fait un renouvellement de prothèses, on a un problème pour l'adulte, c'est-à-dire que la couverture sociale, c'est 5 ans. On a un changement de voiture qui pose un problème. Mais le problème est encore plus grave chez l'enfant. Parce que déjà chez les enfants en IMC, pour passer l'information que l'appareillage de l'enfant doit être renouvelé tous les 6 mois, on s'est galéré. Mais on s'est galéré. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une prescription de renouvellement d'appareillage chez un enfant, je dois obligatoirement noter noir sur blanc comme quoi c'est un enfant en croissance et que sa prise en charge et son appareillage doit être renouvelé. La question que se pose, quand on dit à la demande, ça veut dire quoi? Si au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, un jour, 15 jours, enfin, à la demande. Ben, on peut demander tous les jours. Hein. Si vous permettez, je voudrais poser la question autrement, justement. La prise en charge de l'appareillage par la CNAM, c'est une prise en charge multidisciplinaire aussi. Donc c'est une commission qui donne un avis sur expertise médicale et sur l'avis du médecin prescripteur, du médecin physique et du maître appareilleur. Donc, à chaque fois où l'indication et la prescription est faite par le médecin prescripteur, la demande est accordée systématiquement. Pratiquement, on n'a pas de taux de rejet. Pratiquement toutes les demandes sont satisfaites. J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même langue. Parce que, voilà, donc, on a l'impression qu'il y a un problème quelque part, parce que je suis médecin prescripteur, je fais la consultation d'appareillage, on fait intervenir, enfin, heureusement, avec la collaboration de la CNAM de Tunis, donc, à chaque fois qu'on fait amener un maître appareilleur de Tunis, donc, il se frappe avec 270 km quand même, hein, rien que pour faire la consultation d'appareillage. Et donc, à chaque fois qu'on fait la prescription, on est obligé. Bien, il faut dire que la CNAM de Mahdi, étant donné que je travaille à Mahdi, sont très gentils. Donc, oui, ils sont très gentils, on est des amis, mais il y a déjà des audits, pas de rejet, heureusement, mais il y a toujours une controversie. Donc, à chaque fois, Dr Bayo, elle me demande de faire il faut toujours bien écrire comme quoi l'enfant est en pleine croissance. S'il vous plaît, mettez-le noir sur blanc, comme quoi l'enfant est en pleine croissance, et donc tous les 6 mois, appareillage, on ne parle pas de amputation, il a le droit à un appareillage. Enfin, quand je dis qu'il y a un problème à la CNAM, on ne parle pas de l'appareillage, hein. On parle de l'appareillage, de l'injection de toxines, mais on a l'impression qu'on ne parle pas de la même CNAM. Moi, personnellement, j'exerce en Alie, et à chaque fois qu'on a une demande de toxines, ça passe obligatoirement à Tunis, enfin à Sousse. Et donc le problème, c'est qu'à Tunis, ils ont l'accord de 2 injections de toxines, 2 flacons tous les 6 mois. Nous, on m'a dit, on a le droit à une injection tous les ans. 1, 2, après,
enfin heureusement on s'est amélioré, on a une injection, un flacon pour un enfant inférieur à 20 ans. C'est-à-dire que, imaginez qu'un enfant qui pèse 70 kg et un enfant qui pèse 15 kg, les deux ils ont droit à un flacon. Et quand j'ai parlé avec le médecin de la CNAM, il m'a dit c'est écrit noir sur blanc, mais on ne sait pas qui a écrit noir sur blanc. Le problème, c'est que pour le problème de prothèse, alors là, c'est le flou complet. C'est le flou. Donc, on sait pas qui va écrire noir sur blanc et combien la durée. Au bout de combien de temps on peut renouveler une prothèse? Ils ont un comité médical, il est formé de médecins, orthopédistes, chirurgiens, toutes les spécialités, sauf les médecins. Alors là, Sauf, et on voit de tout, les accidents de la voie publique, les traumatisés crâniens, tout. Tout le monde donne son avis sur l'handicap, sauf le médecin IPR au sein de la CNAM. On ne sait pas. le corps est plat. Sur ce, oui, encore une dernière question. Non, je vais faire quelque chose de positif. Donnez-nous une. Bien sûr. Donnez-nous la nuit. Bien sûr. Depuis les années 70, le système était très bien organisé en Tunisie. Il y a ce qu'on appelle une consultation d'appareillage qui se fait régulièrement une fois par mois et qui comprend premièrement une assistance sociale, deuxièmement un appareilleur, troisièmement le chirurgien. Il y a un dossier qui est bien organisé et les malades qui se présentent, soit qu'ils ont un appareillage nouveau, soit qu'ils ont un appareillage ancien. Cet appareillage peut être inadapté, détérioré ou à changer. C'est-à-dire que dans le fond où j'étais à l'hôpital, le système fonctionnait à peu près correctement parce que le dossier est complet et la prise en charge était correcte. Bien sûr, il y a des retards dans l'exécution, parfois. Mais je ne sais pas comment ça se passe actuellement. Ceci dans le cadre public.